Ok, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Cette inquiétude des scientifiques concernant le trou dans la couche d'ozone. Qui a un gigantesque trou dans la couche d'ozone. De la couche d'ozone. La couche d'ozone. Un trou dans l'atmosphère au-dessus de l'Antarctique qui menaçait directement la santé de la planète et de ses habitants. Il fallait faire quelque chose et vite. Das Ozonloch über dem Südpol ist so groß wie noch nie zuvor. Les politiciens, les scientifiques, le grand public, tout le monde a été mobilisé, mais aujourd'hui, on en parle moins. Même beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que ce trou existe encore ? Est-ce qu'on est encore en danger ? Et surtout, est-ce qu'on a trouvé des solutions ? Das Phänomen ist menschengemacht. Es bedroht das Leben auf unserem Planeten und nur entschlossenes Handeln der Weltgemeinschaft kann den Schaden begrenzen. Bon, déjà, la couche d'ozone, c'est quoi ? Parmi les couches qui forment notre atmosphère, on trouve de l'ozone à deux endroits, dans la troposphère et la stratosphère. L'ozone dans la troposphère, lui, il est principalement dû à des réactions chimiques de polluants émis par l'activité humaine, et le gros de l'ozone naturel, lui, il se trouve dans la stratosphère. Et c'est cette ozone stratosphérique qu'on appelle la couche d'ozone. Et le but de cette couche d'ozone, c'est de filtrer les rayons ultraviolets émis par le soleil. On peut donner trois catégories d'ultraviolets, du moins dangereux au plus dangereux, donc les UVA, B et C. La couche d'ozone, elle va filtrer la moitié des UVA, 95% des UVB et la totalité des UVC. Et donc certains de ces rayons UV sont nocifs pour la vie sur Terre, donc l'épaisseur de la couche d'ozone conditionne la pénétration de ces rayons UV. En gros, plus la couche est épaisse, moins les rayons pénètrent, et plus la couche est fine, plus les rayons pénètrent. Bon, et c'est quoi le problème alors ? Le problème, c'est ça. À l'époque, dans les gaz propulseurs des aérosols, dans les réfrigérants des climatiseurs, dans les mousses isolantes et d'autres, il y avait des CFC, des chlorofluorocarbures. Ces CFC sont des molécules fabriquées par l'homme qui sont très stables chimiquement et pour cette raison, on les utilisait dans de nombreux domaines. Une fois libérés, ces CFC ils vont être progressivement transportés vers la stratosphère et comme l'ozone, ils vont y subir le rayonnement ultraviolet émis par le soleil. Mais les CFC, ils vont y réagir différemment. Les rayons UV qui frappent ces CFC, ils vont détruire la liaison entre ces atomes et ça va libérer un atome de chlore. Et cet atome de chlore libéré, il va aller réagir avec l'ozone en lui arrachant un atome d'oxygène. Et cette réaction, elle va créer deux molécules, du monoxyde de chlore et du dioxygène. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ce monoxyde de chlore, il va aller réagir avec des atomes d'oxygène libres pour créer à nouveau du dioxygène et relâcher ce même atome de chlore. Là-dedans, le chlore, il est ce qu'on appelle un catalyseur. C'est-à-dire qu'il est impliqué dans des réactions chimiques mais sans y être consommé. Du coup, il va recommencer le même processus encore et encore. En moyenne, on estime qu'un atome de chlore dans la stratosphère va détruire ou empêcher la formation d'une centaine de milliers de molécules d'ozone. Donc en fait, les CFC, ils vont un peu comme grignoter l'ozone dans la stratosphère et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un amincissement de la couche d'ozone autour du globe qui est particulièrement prononcé au-dessus de l'Antarctique. Ok, pause. En enquêtant, il y a un truc que je comprenais pas. Pourquoi est-ce que le trou dans la couche d'ozone est au-dessus du pôle sud alors que la plupart des émissions de CFC sont dans l'hémisphère nord et pourquoi seulement de septembre à novembre ? En fait, selon cet article du MIT, les CFC ils restent dans l'atmosphère entre 55 et 140 ans. Du coup, ils vont avoir le temps de se répartir partout autour du globe, surtout au pôle sud, parce que là-bas, il se passe un truc assez intéressant. Pendant l'hiver austral, il y a des températures extrêmement froides qui sont dues à un mix entre l'obscurité du pôle sud et l'apparition d'un vortex polaire. Et ça va favoriser l'apparition de nuages stratosphériques polaires. Et c'est dans ce nuage que va se préparer la destruction de l'ozone. Mais c'est seulement quand le soleil réapparaît, en septembre, donc au printemps austral, que les rayons UV vont activer ces réactions chimiques sur ces nuages. Et c'est à ce moment-là que le trou, ou plutôt l'amincissement, se forme. Et c'est une fois que le vortex polaire disparaît que le trou se dissipe pour se reformer l'année d'après. Et en fait, si tout le monde s'est inquiété, c'est à cause des dangers liés aux rayons UV, parce que ces rayons UV, quand ils ne sont plus arrêtés par la couche d'ozone, ils sont nocifs quand ils atteignent le sol. Ils peuvent par exemple créer des cancers de la peau aux hommes et aux animaux, causer des cataractes, mais aussi réduire la croissance de certaines plantes. Bref, il fallait faire quelque chose, et vite. Face à cette menace, la communauté internationale va réagir et en 1987, le protocole de Montréal est signé. Montreal Protocol. Un accord visant à protéger la couche d'ozone. Ce protocole et ses amendements ils sont souvent référés comme un véritable succès de coopération internationale parce que c'est l'un des rares accords où le monde entier a vraiment réussi à s'entendre. The Montreal Protocol is a triumph in international cooperation. Et ça a permis d'éliminer à grande échelle les SACO.
les substances appauvrissant la couche d'ozone. Les CFC et d'autres substances sont donc interdits progressivement et des alternatives moins destructrices sont trouvées. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour la couche d'ozone et selon cet article des Nations Unies, on voit que la couche d'ozone est en voie de guérison. Donc quand on parle de fermeture du trou d'ozone, donc fermeture définitive, vu que le trou d'ozone, il se referme chaque année au final et il se rouvre chaque année. Mais la fermeture définitive, là, on l'a estimé en 2065. Alors du coup, on est sorti d'affaire ? Eh ben, pas encore. Parce que pour remplacer les CFC, on a trouvé des HFC, des hydrofluorocarbures. Ces HFC, ils ont un défaut, c'est que ce sont des puissants gaz à effet de serre. Donc là, on veut un substitut au substitut. Pour ça, il y a eu l'amendement de Kigali en 2016. Donc l'amendement de Kigali au protocole de Montréal. On estime que si le programme proposé est rigoureusement suivi, on devrait économiser un réchauffement de 0,3 à 0,5 degrés d'ici 2100. Et en fait, pour régler un problème, on utilise des substances qui contribuent à un autre problème. C'est un peu comme tirer une couverture trop petite, on couvre d'un côté mais on expose de l'autre côté. En tout cas, la couche d'ozone, ce qui est sûr, c'est qu'elle se referme et c'est très encourageant. Et finalement, si cette histoire nous a appris une chose, c'est qu'ignorer les signes, même les plus petits, peut avoir des conséquences désastreuses. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of 1 million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies.